C'est un nom que vous connaissez bien, il s'agit de Sébastien Spitzer. Sébastien Spitzer est à la fois journaliste, romancier. On lui doit notamment pour ses romans Ses rêves qu'on piétine, prix Robles, prix Stanislas, qui plongeait dans les secrets de Magda Goebbels. Et puis plus récemment, Le cœur battant du monde, l'an passé, finaliste du Goncourt des lycéens. Un livre qui nous emmenait en 1860 dans les faubourgs de Londres avec ce gamin, ce bâtard abandonné, fils de Karl Marx. L'actualité de Sébastien Spitzer, son troisième titre, c'est La fièvre. Et là, cette fois-ci, nous allons être en 1878 à Memphis, dans ce sud de l'Amérique où la ségrégation raciale est encore de mise. Bonjour Sébastien Spitzer. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On va évoquer ce livre, La fièvre, dans un instant, après ces quelques images. Une belle couverture et un titre qui claque, La fièvre. Nous sommes donc à la fin du 19e siècle. Ah bah si, quand même. La fièvre, c'est un titre qui fait peur, c'est un titre qu'on retient. Mais alors justement, par rapport à l'actualité que nous venons de traverser, on va l'évoquer évidemment. Vous avez fait le choix de nous emmener en 1878 à Memphis, où il va y avoir cette maladie contagieuse qui va tuer un tiers de la population en quelques semaines. C'est un fait authentique, un fait avéré. Comment l'avez-vous découvert, cette histoire ? Je l'ai découvert par hasard. En fait, je travaillais sur un autre projet de livre. Elvis Presley, Un fou rire sur scène, 1969. Et je me suis plongé dans la biographie d'Elvis Presley. Et Elvis Presley, c'est Memphis. Et en note de bas de page, en quelques lignes, j'ai vu raconter l'histoire de cette fièvre jaune qui a décimé Memphis. Alors, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais à l'époque, 1878, la fièvre jaune, on ne savait pas d'où ça venait, les moustiques et tout. Non, on ne savait pas. Et en documentant, il y a quelques livres qui existent là-dessus, en anglais, j'ai trouvé deux personnages absolument fascinants, qui étaient dans leur radicalité, qui étaient dans leur originalité. Pour moi, des personnages inspirants. J'aime les gens qui sont comme ça, aux extrêmes, et qui évoluent avec le temps dans une situation particulière. Il y a deux personnages authentiques, vous les évoquez, c'est cette femme qui tient le lupanar de la ville, Madame Cook, et puis il y a aussi Keating, qui lui est le directeur du journal, qui va révéler sa vraie personnalité au fil des événements. Et puis entre les deux, il y a ce personnage d'Amy dont on va reparler. Pourquoi avoir choisi ces deux personnages emblématiques et authentiques? Pourquoi était-il important qu'ils deviennent les protagonistes de cette histoire? Important, je ne sais pas, c'est pas choisi, ça s'est imposé comme ça, en lisant leur histoire, en découvrant leur histoire. La première, qui est incarnée par cette couverture, dirige un lupanar. Ouais, elle s'appelle Anne Cook. Le second, lui, est un membre actif du Ku Klux Klan. Le Memphis, c'est un des berceaux comme ça de ces hyper-racistes, puisque le terme suprémaciste arrivera plus tard. Donc c'est l'histoire d'amour d'une pute et d'un salaud. Et entre eux va venir percuter leur histoire une situation extrême, une situation de crise qui va finalement les révéler, où cette femme qui était mise au banc de la société va être une grande dame, et où ce sale bonhomme va s'avérer avoir un fond finalement pas si mauvais, pas si moche que ça. Et voilà ce qui m'intéresse, c'est comment les personnalités sont révélées par une crise, comment les masques tombent. C'est aristotélicien, c'est la catharsis, c'est face au drame, qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Et en découvrant leur histoire, elle s'est imposée à moi. Je me suis plongé dans ce récit et il fallait raconter au mieux ce qu'ils avaient traversé pendant ces quelques semaines d'épidémie. Et puis il y a ce personnage d'Amy, cette petite gamine qui, elle, là, est un personnage inventé par le romancier que vous êtes, qui fait peut-être le lien entre les deux? Amy, elle ne fait pas le lien entre les deux, mais Amy, elle a toute cette complexité qui m'intéressait. Qu'est-ce qui se passe? 1878, à Memphis. On est dans ce creuset de l'Amérique du Sud, du sud des États-Unis. On sort de la guerre de sécession, il y a la question du racisme, les nouveaux affranchis, les émancipés. Amy, elle est métisse. Amy, elle connaît sa mère, qui est employée chez les James, mais elle cherche son père, Billy. Son père est blanc. Et ça fait des années qu'elle cherche son père, elle est en quête de sa propre identité. Qu'est-ce que c'est être métisse? C'est être ni blanc, ni noir, un peu noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est dans le contexte de l'époque. Et cette problématique-là, elle est au cœur du livre.
puisque en 1878, à Memphis, pendant que Hancock transforme son lupanar en hôpital, pendant que Keating voit son œil changer, eh bien, la ville se vide. Les pillards arrivent, et pour défendre la ville face à tous ces pillards, qui va se dresser, qui va prendre les armes? Un homme et ses miliciens, T. Brown, ancien esclave, nouvel affranchi, qui va se battre pour cette ville qui ne voulait pas de lui. Et Amy, Amy, cette petite fille dont on a parlé il y a quelques minutes, elle symbolise ça. Concernant Amy, vous écrivez « Amy reprend sa pioche et fourre sa longue langue de métal entre les planches de bois. Elle force dessus, elle bascule, elle peine, elle force encore. L'une d'elles se fend enfin. Elle ne sent pas l'odeur et refuse de voir les asticots à l'œuvre. Elle se moque des enfers, des tabous et de l'horreur. Elle veut juste savoir, le voir de ses propres yeux, la couleur de sa peau. Oui, rien que ça. La mort dépouille les hommes de leur vie, pas de ceux qu'ils ont été. Amy fouille ce cercueil comme elle ferait les poches d'un souvenir pour savoir qui elle est. Elle écarte des gravillons et sans doute quelques larves. Une bande de tissu fait le tour de sa tête pour maintenir sa mâchoire close. C'est donc vrai. Il était blanc. Son père, aussi blanc que les gens qui comptent. Elle aurait tant voulu marcher au bras de son père, à l'ombre ou n'importe où ailleurs. Partout où il l'aurait menée, elle aurait tant voulu leur prouver qu'elle n'était pas que noire. Lorsque l'on lit votre ouvrage, aujourd'hui, en cette fin d'année 2020, en tout cas deuxième semestre 2020, il y a l'actualité qui nous rattrape avec ce que nous venons de vivre, et puis il y a cette autre actualité qui a démarré aux États-Unis et qui essaime sur l'ensemble du monde, la ségrégation raciale avec George Floyd, etc. Vous êtes au cœur d'une double actualité avec votre roman. Comment le vivez-vous? Comment je le vis? Quand j'ai envoyé mon texte à mon éditrice en mars dernier, ça faisait 10 mois que j'étais plongé dans cette histoire. 10 mois que j'étais plongé dans cette ville écrasée par la chaleur et par la peur, hein, la fièvre jaune qui se répandait et qui répandait ses morts. J'ai relevé la tête, j'ai envoyé mon texte et j'ai pris une autre épidémie en pleine figure. La réalité a dépassé la fiction. Mais ce qui m'intéresse dans ce livre-là, c'est pas qu'il y ait des raisons, enfin des échos avec l'actualité. Ce qui m'intéresse, c'est l'universalité de ces personnages, qui me parlent aujourd'hui, qui me parleront demain, qui parleront dans 10 ans, j'espère encore. C'est leur capacité, c'est la façon dont ils ont réagi face au drame, face à la crise absolue. C'est ça qui m'a intéressé. Alors qu'il y a des échos avec l'actualité pour l'épidémie, pour Cambridge, certainement, on en verra peut-être d'autres. Mais c'est le propre d'un livre que d'être fécondable par ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire de trouver un sens aujourd'hui et peut-être, je l'espère, encore demain. Vous avez fait le choix d'une écriture très rythmée, des chapitres relativement courts qui nous donnent envie d'avancer dans le récit. Lorsque nous avons préparé cet entretien, je vous ai dit que j'avais apprécié moi ce côté un peu récit catastrophe. Vous avez préféré utiliser le terme récit de crise. Oui, parce que la catastrophe, c'est ce qui nous dépasse, c'est ce qui n'a plus de sens, c'est ce qui, de toute façon, est insurmontable, la catastrophe en soi. Tandis que la crise, c'est plus subtil. La crise, elle nous révèle. Elle dit qui on est. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce livre-là. Après, pour l'écriture, si elle est rythmée, je raconte une histoire. Je vais droit au cœur, pas seulement droit aux faits. Les faits, ils sont durs, ils sont âpres. C'est cette crise dont on parlait. Maintenant, je vais droit au cœur. Je raconte comment ces personnages vivent cette crise-là. Quelles sont les sources dont vous avez pu bénéficier pour raconter Madame Cook, Keating notamment? Il n'y en a pas des masses. Des sources, il y a 2 livres en anglais, 2 livres de témoignages qui racontent cette fièvre jaune à Memphis, et c'est tout. Il n'y a pas de roman, il n'y a pas de livre en français, il n'y a pas grand-chose. J'ai rappelé... Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'intéressait encore une fois. Ce qui m'intéresse, c'est de voir justement les zones d'ombre de l'histoire, les oubliés de l'histoire, ce qui est en marge de l'histoire officielle. C'est faire ce petit pas de côté pour revisiter, pour regarder du coin de l'œil comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Memphis cette époque-là? C'est marrant. Pourquoi je lis rien là-dessus? C'est pas du révisionnisme, c'est juste une curiosité absolue de me dire, tiens, ça n'a pas été évoqué, pourtant ça a tellement de sens. J'ai rappelé en préambule 2 précédents titres, à savoir Ces rêves qu'on piétine et Le cœur battant du monde. Peut-on voir un fil rouge, un lien entre ces 3 titres avec la fièvre? Le sens du sacrifice. Dans le premier livre, Ces rêves qu'on piétine, c'était sur la filiation et le sens du sacrifice. Le cœur battant du monde, c'était aussi sur la filiation, bien sûr. Cet enfant, le bâtard de Karl Marx,
et le sens du sacrifice. Et là encore, ce livre-là, c'est l'histoire emblématique, sublime à mes yeux, de cette femme, Anne Cook, qui est l'héroïne du livre, qui va se sacrifier pour une petite fille qu'elle ne connaît pas, pour des gens qu'elle ne connaît pas, pour une cause qui la dépasse. Voilà, c'est encore ça. Gros coup de cœur en tout cas pour ce nouveau titre de Sébastien Spitzer. Ça s'appelle tout simplement La fièvre. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite et ce sera l'un des livres dont on parlera beaucoup au mois de septembre dans le cadre de cette rentrée littéraire.